Alors, comme vous avez vu, en fait, Jérôme m'a tout à l'heure lancé la balle sur pas mal de sujets. Malheureusement, je ne vais pas les aborder. Mais par contre, je vais toucher à un sujet en fait, que Alain Olivier a effleuré tantôt sur les valeurs des agriculteurs. Alors derrière, en fait, ce titre un peu sibyllin, j'ai appelé Les boisés, l'arbre et la branche, se cache en fait une analyse historique de la place de l'arbre dans les territoires agricoles québécois, de 1951 à 2011. Donc c'est ça ce que je vous propose de faire, de regarder finalement comment est-ce qu'a évolué la place de l'arbre dans les territoires agricoles dans la phase de modernisation agricole, donc de 1950 à aujourd'hui. Phase où évidemment les pratiques agricoles ont énormément changé, mais où également le déploiement spatial de l'agriculture a énormément évolué sur le territoire. Pour ça, je vous propose une analyse en fait sous deux angles. D'abord, je vous propose de regarder comment ont évolué un petit peu les boisés sur les communes agricoles. C'est une première analyse qui va être basée sur l'analyse des recensements de l'agriculture de Statistique Canada. On a regardé notamment l'évolution de l'agriculture de 1951 à 2011 à l'échelle des municipalités du Québec. Donc vous allez voir à partir de ces données-là certaines informations sur les boisés sur les fermes. Et on va regarder également à partir une étude de La Tendresse et Al sur la dynamique des paysages du sud du Québec. Comment est-ce que ces transformations-là se sont plus particulièrement traduites à l'échelle de portions de territoire. Et dans un deuxième temps, je vous propose une analyse de la relation à l'arbre des agriculteurs à travers les prix du mérite agricole. Est-ce que parmi vous, certains d'entre vous ont déjà entendu parler du prix du mérite agricole? Un petit peu quand même. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que ce prix du mérite agricole-là, qui récompense en fait l'élite agricole du Québec depuis plus d'un siècle et demi presque, nous apprend en fait sur les relations que les agriculteurs entretiennent avec les arbres. Alors, dans un premier temps, donc, on va se plonger dans ces fameuses données sur le recensement agricole pour voir un petit peu, donc à l'échelle de l'ensemble du Québec, comment est-ce que les boisés ont un peu évolué sur les terres, et notamment sur les terres agricoles. Pour comprendre ces données, évidemment, il faut que je vous donne un petit peu d'informations sur l'évolution de l'agriculture à l'échelle du Québec. Ici, vous avez les données, donc l'évolution de la superficie totale des fermes au Québec entre 1951 et 2011, donc on voit évidemment une chute importante entre 1951 et 1981. Évidemment qu'on peut mettre en parallèle avec l'évolution du nombre total de fermes qui va subir une chute importante. Ces évolutions qui sont bien connues, elles ont eu des... Comment vous dire ça? Elles ne se sont pas déployées de manière uniforme sur le territoire québécois. Si on regarde justement où étaient les superficies qui appartenaient à des fermes en 1951, donc ici vous avez la carte à l'échelle des municipalités, on remarque qu'il y a un certain nombre de municipalités le long dans les basses-terres du Saint-Laurent, mais également au pourtour des basses-terres du Saint-Laurent, où on a beaucoup de superficies qui sont occupées par des fermes. Là, vous allez voir la même carte pour 2011. Donc, je remets 1951, 2011. Et évidemment, ce qu'on note, c'est une concentration extrêmement importante de l'agriculture dans les basses-terres du Saint-Laurent. Mais de l'autre côté, c'est une agriculture qui disparaît du territoire, sur d'importantes parties du territoire. Et effectivement, donc, trois tendances majeures, donc l'agriculture qui va se concentrer dans les basses-terres, l'urbanisation évidemment qui va marquer le pourtour des métropoles, Montréal et Québec, et l'augmentation des boisés ailleurs, avec la disparition de l'agriculture, probablement une transformation importante en fait, des communautés végétales également dans ces territoires-là. Derrière les superficies totales des fermes, ce qui se cache, c'est évidemment différentes utilisations des terres agricoles. Si on regarde plus spécifiquement comment ces superficies totales étaient utilisées, vous voyez ici donc les superficies qui étaient utilisées pour les terres cultivées, donc terres en culture jachère et pâturage ensemencé, les boisés, les milieux humides, les arbres de Noël, et de l'autre côté les autres terres qui sont essentiellement les pâturages naturels. Donc on voit qu'il y a une diminution importante des terres cultivées qui entre 1951 et 1981, notamment associée à la disparition d'un nombre important de fermes. Et de l'autre côté, également disparition globale des boisés sur les terres agricoles, donc sur les terres qui appartenaient à des fermes à cette même période, et puis ensuite une certaine stagnation finalement.
Alors on va regarder comment ça s'est déployé spatialement, notamment l'évolution de ces boisés, de ces zones boisées milieu humide d'arbres de Noël entre 1951 et 2011. 1951, donc vous voyez ici, là c'est le pourcentage de superficie boisée par rapport à la superficie totale des fermes, c'est-à-dire uniquement les boisés qu'on retrouvait sur les superficies qui appartenaient à des fermes. Donc c'est pas pour la totalité de la superficie de la municipalité, mais uniquement sur les terres qui appartenaient à des fermes. Et donc on voit donc une zone au pourtour de Montréal où finalement déjà les fermes ont très peu de boisés en 1951. Et donc ailleurs, une certaine gradation en fait sur le territoire, plus on s'éloigne de cette zone. Maintenant, vous allez voir la même carte pour 2011. Je vous remets 1951, 2011. Évidemment, c'est le défi quand on présente des cartes, tout le monde veut avoir le temps de les lire, ça prend du temps. Donc, on remarque effectivement en 2011 cette différence ici, notamment dans les basses terres du Saint-Laurent, où on observe un peu plus de municipalités finalement, où il y a peu de boisés sur les fermes, moins de 15%. Vous voyez, c'est la zone blanche à l'extrémité sud, dans l'extrémité sud du Québec, dans les basses terres du Saint-Laurent, je vais vous montrer les deux cartes ici, qui s'agrandit. Ailleurs, en 2011, les exploitations restantes ont souvent plus de boisés qu'en 1951. Sauf évidemment sur le pourtour de la Gaspésie donc changement qu'on peut interpréter comme étant essentiellement, je dirais, lié au fait que les fermes qui vont rester, qui vont être très peu nombreuses dans cette région-là, vont probablement avoir plus de terres en culture que ce qu'il y avait en 1951, donc alors que les fermes étaient aussi plus nombreuses. Alors la manière dont ça va se traduire sur le territoire à un niveau plus fin, on pourrait observer une espèce de dynamique, un petit peu comme ça, d'évolution sur le territoire, avec d'un côté, dans le sud, l'extrémité sud des basses terres du Saint-Laurent, donc des dynamiques où finalement les territoires avaient déjà très peu de boisés en 1950 et vont continuer à en avoir peu. Et ensuite, une espèce de gradation comme ça jusqu'à des territoires qui étaient en fait probablement déjà très très forestiers en 1950 et qui vont l'être, je dirais, beaucoup encore plus aujourd'hui. Et qu'on va retrouver davantage au pourtour de l'Écoumen. Entre les deux, on a toutes ces zones, je vais remonter à la diapositive précédente, on a toutes ces zones qui sont dans les cantons de l'Est, dans Chaudière-Appalaches, dans également le centre du Québec, qui aujourd'hui sont largement occupés par la production laitière, où on va voir également ici une augmentation importante des boisés sur les fermes, avec notamment l'abandon des pâturages, qui va jouer ce rôle-là. Donc l'abandon des pâturages, mais également les nouvelles plantations en arbres de Noël. Et ce sont également ces secteurs-là, ce sont également ces secteurs-là où on va voir donc d'importantes augmentations des terres, enfin, de la part boisée sur les fermes, qui pourrait être aussi associée au fait que ce sont les régions où on a beaucoup d'érablières en fait. Alors ces transformations-là, évidemment, pour les comprendre, il faut s'intéresser à l'évolution de l'agriculture sur le territoire et évidemment aux caractéristiques aussi des territoires. Donc le fait qu'on est dans les basses terres du Saint-Laurent, dans une zone qui est très propice à certains modèles agricoles, alors qu'ailleurs, les terres vont être beaucoup moins propices. Mais il y a un autre élément qui va jouer beaucoup sur l'évolution de ces superficies boisées, puis globalement de la manière dont on appréhende l'arbre en milieu agricole et qui va être lié à la perception qu'on a de l'arbre. Moi, je me suis beaucoup intéressée à ça dans mes travaux et ça m'a amené récemment à m'intéresser au prix du mérite agricole et à regarder comment est-ce que dans le prix du mérite agricole, finalement, on traite l'arbre, on aborde l'arbre et finalement, comment est-ce que l'agriculteur élite du Québec, quelle relation en fait l'agriculteur élite du Québec entretient avec l'arbre. Alors le prix du mérite agricole, c'est un prix qui récompense annuellement l'élite agricole en fonction de la localisation pédoclimatique des exploitations. Donc les prix vont varier selon les régions. C'est, si vous voulez, le témoin de l'évolution de l'identité du bon agriculteur au Québec, telle que cette identité est perçue par la profession. Et ça a toujours été un outil d'orientation de l'agriculture québécoise également. Donc avec l'idée qu'on va noter en fait les exploitations au cours dans ce prix du mérite agricole en fonction d'un certain nombre de critères. Et ces critères-là vont être décidés aussi pour constituer un outil d'orientation de l'agriculture. On va privilégier tel type de modèle agricole plutôt que tel autre.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, on fait beaucoup référence à l'arbre et au paysage dans ce prix du mérite agricole-là. Alors, on s'y est intéressé ici, notamment pour regarder quelle place l'excellence agricole fait à l'arbre sur les exploitations. Et on a fait une analyse thématique dans les prix du mérite agricole, à la fois de l'échelle de points et des commentaires du jury pour les fermes récompensées. Alors là, je ne vais pas vous présenter l'échelle de points, parce que c'est assez compliqué. Mais par contre, je vais vous présenter quelques extraits et les principaux résultats. C'est une recherche qui est en cours, ce sont des résultats préliminaires, mais que je juge assez stables, disons, pour oser vous les présenter. Et je pense que ça va résonner pas mal chez vous, et notamment quand on parle des freins à l'adoption des pratiques agroforestières. Et je saute en fait tout de suite au résultat, je ne vais pas vous faire attendre. Ce qui m'a, moi, en tout cas, beaucoup intéressé, c'est que dans ce prix du mérite agricole-là, les relations à l'arbre vont différer beaucoup selon la localisation des arbres sur la ferme et selon les essences. Donc les boisés de ferme sont traités différemment des érablières, et sur les bords de champs et les cours d'eau, sur ces endroits-là, l'arbre est traité de manière très très différente que les arbres d'ornement qui sont au pourtour des bâtiments. L'arbre a, si vous voulez, la relation à l'arbre, elle va varier pour les agriculteurs selon la localisation et selon également différents types d'essences. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les relations qu'on note, elles sont globalement stables dans le temps. Ce qui veut dire que les relations que l'agriculteur entretient avec l'arbre, qui ressortent du prix du mérite agricole, n'ont pas évolué dans le temps. La manière dont on perçoit l'arbre en 5 ans, c'est la même manière qu'on le perçoit aujourd'hui. Ce qui témoigne d'un ancrage historique profond de relations spécifiques à l'arbre selon les localisations et les essences. Et ce qui témoigne aussi donc, de la profondeur historique des valeurs culturelles en fait, qu'on peut entretenir avec l'arbre et qui constitue bien souvent un défi en tout cas pour faire notamment adopter différentes pratiques agricoles agroforestières et différents types d'aménagements sur les fermes. Je vous donne quelques exemples. Dans le prix du mérite agricole, quand on parle des boisés de ferme, généralement, on fait juste uniquement référence à une superficie. Tout le reste n'existe pas. On parle un petit peu de la propreté et de l'ordre dans les boisés de ferme, mais globalement, on y fait très très peu référence. Sauf que, par contre, si vous êtes un défricheur, parce que pendant un certain temps, il y a eu également le prix du défricheur qui existait au Québec, et si vous êtes un défricheur, on va surtout mettre de l'avant le fait que vous avez planté des espèces monospécifiques sur certaines portions du territoire. Par contre, les érablières, eux, vont avoir un statut très particulier dans le prix du mérite agricole, avec 2 fonctions principales. D'abord, procurer un revenu d'appoint, et là, on va juger la modernité des exploitations, la rentabilité des installations qui sont présentes, ou encore comme lieu de socialisation avec la famille, avec les amis, parce que l'agriculteur a un rôle social important à jouer dans son milieu. Quand l'arbre, par contre, est au pourtour des champs ou sur les terres agricoles, là, la relation est extrêmement différente. Généralement, déjà, quand on parle de l'arbre naturel sur les fossés, on ne fait plus référence à un arbre, on parle de la branche. Et là, l'arbre, ça n'a plus vraiment son entité, c'est juste une branche. Et vous voyez un extrait en 1985, on note chez un producteur dommage que les levées de fossés et les tours de champ manquent d'entretien. Et sur un autre, on note qu'il a des fossés profonds, évasés comme il se doit et exempts de branchage. Évidemment, être un bon producteur agricole, c'est avoir des champs propres et ne pas avoir d'arbres naturels qui poussent en bordure de ces champs. Par contre, les hébrisements sont acceptés. Quand l'arbre est contrôlé, il est bien droit, il est bien taillé et il est utile pour certaines productions. Il est surtout valorisé pour certaines productions, notamment la production du tabac dans certaines régions ou encore les productions maraîchères. Et ça, on le note des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Pour certains types de production, c'est plus valorisé que pour d'autres. Donc ça témoigne effectivement d'une relation assez particulière à l'arbre selon la localisation sur la ferme. Et je pense que ça soulève un certain nombre de défis. Ce que je viens de vous présenter, sur l'évolution des boisés en général, je pense que on le sait, les transformations spatiales sont assez différentes selon les territoires. Évidemment, ce qui frappe dans ces analyses-là que je viens de vous montrer, c'est l'extrême différence entre ce qui se passe dans l'extrémité sud du Québec, dans les basses-terres du Saint-Laurent, versus sur le reste du territoire. Avec un enjeu spécifique pour l'extrémité sud du Québec, l'extrémité sud des basses-terres du Saint-Laurent, où là, effectivement, face aux enjeux environnementaux dans ces territoires-là, il y a aussi un intérêt spécifique, disons, pour travailler l'arbre dans ces milieux-là. Néanmoins, il y a quand même assez peu de connaissances en dehors des basses-terres du Saint-Laurent sur réellement les dynamiques agricoles dans plusieurs régions. Et donc là, je prendrai quand même ces données avec prudence.
Néanmoins, et de l'autre côté, ce que montre cette étude à travers le prix du mérite agricole, c'est un ancrage historique extrêmement profond de certaines relations à l'arbre. Je pense que ça permet de mieux comprendre les difficultés d'adoption de différentes pratiques, les bandes riveraines, les bandes riveraines arborescentes, les brisements, l'agroforesterie. Actuellement, on travaille avec un groupe de producteurs agricoles dans l'extrémité sud du Québec, proche de Napierville. Et quand on leur a demandé d'imaginer un dispositif de bande riveraine, ils nous ont dit « Oui, on aimerait bien, mais si seulement l'arbre, il pourrait avoir pas de branches, pas de racines. » Alors on leur a dit qu'on ne plantait pas de poteaux téléphoniques et qu'il fallait travailler et qu'il allait falloir travailler plus fort. Et ça soulève quand même pour moi une question assez fondamentale. Quand on voit l'ancrage historique extrêmement profond, c'est-à-dire que depuis les années 50, on relève ça dans les discours sur l'agriculture, et actuellement, on va traiter cet hiver les données avant 1950 avec des historiens, et on sait déjà que ces mêmes représentations de l'arbre sont présentes. Donc on a construit en fait cette relation à l'arbre, et ce qui pose la question aujourd'hui, quand on voit les difficultés qu'on a à faire adopter certaines pratiques, est-ce qu'il faut développer des pratiques qui s'intègrent dans ces valeurs culturelles, ou est-ce qu'on peut penser aujourd'hui à modifier réellement et à construire un nouveau capital culturel où finalement l'arbre va devenir partie intégrante de l'identité du bon agriculteur? Pour moi, le défi il est là, et dans ces cas-là, ce serait comment le faire. Je pense qu'il y a des pistes aujourd'hui qui mériteraient d'explorer, mais effectivement, le défi il est extrêmement important. Merci.